et avec la méthode dans les différents pays pour faire un peu de stop. Ça, je pense qu'on doit tous pouvoir y arriver. Concernant SOA, le sujet est un peu plus vaste et un peu plus ambitieux. Donc je vais me limiter un petit peu au sujet suivant et en prenant référence à quelques petits sujets qui m'intéressent aussi à titre personnel. La première chose, qui est peut-être la plus importante concernant les architectures de services, c'est qu'est-ce que c'est que le business service et comment on peut définir ces services et les différents niveaux de services, puisque c'est là qu'on va vraiment trouver les bénéfices dans une architecture SOA. Le deuxième sujet concerne la maturité des web services et l'apport des web services dans le contexte d'une architecture SOA, et on verra que SOA et web services c'est un petit peu différent, et il ne faut peut-être pas voir les web services comme le premier point obligé ou le point de passage pour mettre en place une telle architecture. Troisième point, la réalité d'une architecture du système d'information, c'est bien d'avoir un ensemble de produits, un ensemble de techniques, un ensemble de pratiques qui sont déjà en place dans l'entreprise, et comment on va faire pour essayer de capitaliser et de pouvoir gérer la réutilisation de composants qui auront été développés au-dessus de ces différentes solutions. Et le dernier point, c'est comment il faut s'organiser pour essayer d'atteindre un petit peu tous les bénéfices dont on parle et dont on entend toutes les semaines dans la presse, sachant que ça c'est le côté évidemment conceptuel et marketing de la chose. Je vais commencer par tout de suite un de mes centres d'intérêt, c'est le vélo, et c'est un bon exemple. Finalement, on voit bien sur cet exemple assez simple que si on veut avoir de la réutilisation de composants, si on veut avoir de l'interopérabilité ou de la capacité à changer entre des marques, il faut tout un tas de normes, il faut une bonne compréhension pour les différents éléments, pour les différents composants de ce que c'est, ce que ça fait, et finalement quelle dimension ça a. Et ça va être un point assez important. Un premier vrai sujet concernant les SOA. On a tendance à vouloir se mettre un petit peu dans la tête le mot plug and play. Alors plug and play, oui, c'est intéressant, mais quoi? Clairement, l'idée qu'on est capable de faire communiquer des services entre eux, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, il va falloir que ces services aient une sémantique claire et qu'on soit capable de les consommer et de les invoquer en ayant cette compréhension et cette découverte. Donc, il y a des standards, il y a des éléments de ces architectures de services qui apportent une réponse, comme une EDI, mais on voit bien que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que l'interopérabilité est une chose, l'intégration en est une autre, et c'est les deux sujets sur lesquels il va falloir se concentrer. Autre chose qui est important de connaître, de comprendre, c'est la notion de couplage. On parle beaucoup de couplage lâche. Alors qu'est-ce que c'est? Il fait chaud dans la salle, j'ai pas eu le temps de prendre exactement la température, mais l'exemple des ventilateurs est assez clair. On a un ventilateur en marche, on a l'autre qui est arrêté. Celui qui est arrêté va se mettre à tourner dans le même sens et va être entraîné par l'autre. Sachant que celui qui n'est pas branché, on l'arrête, l'autre va pouvoir continuer à tourner sans qu'il y ait dysfonctionnement. Donc ça veut dire clairement une architecture avec un couplage lâche, ça va permettre de débrancher et d'enlever un des services, un des composants de votre architecture, sans remettre en cause le bon fonctionnement d'un autre composant. Et ça, c'est un des principes de base et important pour mettre en œuvre une architecture de service avec cette capacité à réutiliser ses composants. Qu'est-ce que c'est et comment peut-on définir un business service qui est vraiment, je dirais, le Graal à atteindre? On parle beaucoup dans la presse de notion d'accostage entre le business et l'informatique.
Et c'est là qu'on atteint vraiment les bénéfices de ces architectures de services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avoir un web service ou un service qui mappe exactement la transaction CICS d'un mainframe ou un insert dans une base de données, la valeur, elle est nulle, clairement. Ce qui va faire qu'on va pouvoir réutiliser un service, qu'on va pouvoir capitaliser, c'est que ce service va proposer plusieurs opérations. Il va avoir une sémantique qui correspond au métier, qui va être découplée de la complexité des métadonnées des back-ends. Moi, honnêtement, en tant que, par exemple, maîtrise d'ouvrage métier, ça ne m'intéresse pas de connaître et porter la complexité des métadonnées d'une commande SAP. Vraiment, j'en ai rien à faire. Et tout l'enjeu est là. Donc, c'est bien définir une sémantique, définir les objets, définir les opérations qui vont être nécessaires. Et ça ne peut pas se faire qu'au niveau informatique. Et c'est en tout cas de cette bonne définition qu'on atteint vraiment une bonne réduction des coûts, un bon bénéfice au niveau de la mise en place de ces services. Alors comment on les construit? Je dirais qu'il y a non pas le monde parfait, mais le monde peut-être le plus facile à gauche, où on part un petit peu from scratch, et on va pouvoir concevoir ces services dans le cadre de la refonte d'un système. Et donc on va pouvoir définir assez rapidement et de manière assez simple des services plus ou moins gros, avec plus ou moins d'opérations, assez facilement par rapport finalement à l'endroit où sont stockées les informations. L'autre cas qui arrive beaucoup plus souvent, il ne faut pas se leurrer aujourd'hui, nous dans les clients qu'on rencontre, dans nos clients et dans nos prospects, ils nous disent finalement j'ai un existant, il a peut-être 30 ans, j'ai calculé, j'ai regardé, j'ai 0 sur 1 retour sur investissement à redévelopper des fonctions alimentaires, par exemple dans l'assurance, comme la gestion de contrat. Tout ça, c'est géré dans les mainframes, il y a des transactions qui sont établies. Et finalement, la question, c'est comment je fais pour construire ces services, pour pouvoir développer de nouvelles applications dans un contexte portail, web, ainsi de suite. Et donc, on va devoir travailler sur la mise en place de ces services, sachant que les services les plus fins, c'est-à-dire mapper une transaction d'un mainframe, encore une fois, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ça ne nécessite pas forcément d'autres services. Et c'est le premier niveau pour aller vers l'agrégation et la mise en place vraiment de services métiers. Alors évidemment, en fonction de l'épaisseur des services qu'on va arriver à créer, c'est-à-dire du nombre d'opérations, on ne va pas avoir le même bénéfice, on ne va pas avoir la même flexibilité, et on ne va pas avoir les mêmes coûts associés. Clairement, encore une fois, je répète, le but c'est bien d'aller là. Et c'est là qu'on a vraiment des gros bénéfices et qu'on a quelque chose de vraiment réutilisable. Les gens qui travaillent beaucoup dans ce domaine, c'est les opérateurs telco avec toutes les logiques d'éligibilité, toutes ces offres d'ADSL auxquelles on souscrit, ces nouveaux services qui arrivent non pas dans une échelle de temps tous les ans ou tous les 2 ans, mais c'est peut-être tous les mois ou tous les trimestres. Clairement, ils ont besoin de définir ces services et de rendre ça évolutif parce que, et on le sait, il y en a certains qui sont avec effectivement des dizaines de personnes à faire des ressaisies manuelles entre le système parce qu'ils n'ont pas été capables d'intégrer ces services métiers qui communiquent avec les différents backends. Donc, j'évoquais en introduction un petit peu l'enjeu ou le comment on va arriver à bâtir les différents niveaux, les différentes couches de services pour arriver à des services d'épaisseur et finalement d'épaisseur plus ou moins grosse. Clairement, on le voit bien sur ce schéma en 3 couches. On a l'existant, il peut y avoir aussi des nouveaux systèmes. Donc au premier niveau, on va définir des transactions qui sont de type vraiment informatique. Le but, c'est d'arriver à définir ces services métiers qui ont du sens et qui sont en même temps des services très unitaires qui vont pouvoir être composés, assemblés pour bâtir des processus plus ou moins macro qui vont pouvoir être réutilisés. Et je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, on se met à vendre en ligne de plus en plus de choses. Je vais rester dans le domaine de l'assurance de tout à l'heure. Typiquement, une assurance va proposer ses services au travers d'un portail web.
par des partenaires, les banques qui se mettent à vendre des produits d'assurance, et puis potentiellement par des filiales ou des partenaires ou des sociétés qui vont avoir été rachetées. Donc l'idée, c'est que le même processus, le même service métier qui permet par exemple la validation d'un crédit, de l'engagement, ce service puisse être invoqué finalement de manière technologique à l'intérieur, à l'extérieur de l'organisation. Et c'est tout là l'enjeu de bien arriver à établir toutes ces transactions, de la transaction la plus unitaire vers la transaction qui va avoir un sens au niveau métier. Et c'est ça qui va permettre réellement de réutiliser dans différents contextes le même service. Donc c'est ce qu'on voit ici, où effectivement les mêmes services unitaires vont être utilisés pour un autre macro-service. Quelque chose d'important, et j'ai deux exemples. Oui, il sourit l'avion, mais je pense que ceux qui étaient dedans quand c'est arrivé, ça lui leur fait un peu drôle. Des histoires comme ça, on en a pas tous les jours, heureusement, quand on prend l'avion. Il y en a peut-être une en France, on en a moins parlé, on a un peu enterré l'affaire, mais c'est vrai que les sujets de définir la signification de l'information qui est passée, qui est envoyée finalement à un consommateur d'information, c'est absolument clé. Et là, on le voit ici, pour une question bête d'unité, ça aurait pu assez mal se terminer. Donc la sémantique des informations, c'est, alors là, pour le coup, c'est vraiment le Graal d'arriver à avoir des systèmes qui se comprennent d'un point de vue de la sémantique. Je crois qu'on y travaille depuis très longtemps, on va continuer à y travailler. Mais dans le contexte d'une architecture de service, par essence, qui va être distribuée, définir les messages, définir les objets communs, ou les formats pivots, ou on peut les appeler de différentes façons, qui vont permettre réellement de mettre en œuvre cette architecture, c'est clé. Comment se comprendre entre différentes entités, entre différents systèmes. L'autre exemple, on en a entendu parler, ça paraît hallucinant, avec tous les programmes de tests qu'il y a dans le domaine spatial, qu'un protocole n'ait pas suffisamment été blindé pour échanger des informations, pour piloter ce module qui finalement a terminé pas tout à fait au bon endroit, pour encore une fois des problèmes d'unité. La sémantique, vraiment excessivement importante, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, la mise en place d'une architecture de service, il faut arriver à impliquer le métier pour avoir la signification et la validation de cette signification des objets qui sont échangés. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on voit bien la tendance et l'évolution dans le domaine de l'intégration, dans le domaine de l'échange d'informations entre différentes entités. On était dans une optique en 85, on était plus dans une logique fax. Maintenant, on voit qu'on essaie d'être dans des logiques de plus en plus automatiques. Et on voit qu'il y a un certain nombre de sujets à couvrir, et c'est tout à fait applicable dans le contexte d'une architecture de service. La question, et finalement les premières questions sont les questions les plus simples à résoudre. C'est clair, aujourd'hui, la réseau, on ne se pose plus la question. On se posait encore, il y a 10 ans, comment j'envoie des informations, aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Aujourd'hui, la notion du contenu, c'est une vraie question, je parlais tout à l'heure de la sémantique. Savoir se partager la signification, c'est important pour arriver à échanger de plus en plus facilement. Et les vraies problématiques dans lesquelles on est aujourd'hui, quand on est dans une logique finalement B2B, c'est d'arriver à ces notions de transaction entre partenaires, et ça c'est clair, on va travailler dessus encore un petit peu, on n'y est pas tout à fait, pour arriver à avoir des processus qui sont de plus en plus automatiques. La question et le corollaire est souvent finalement, c'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais plutôt l'inverse. Derrière les souvent, on pense souvent web service directement derrière. Alors la première chose, et ça on nous le dit régulièrement, on est conscient, les architectures de service, ça date pas de hier matin. Dans
organisations, il y a des gens qui ont travaillé dessus, c'est des approches de modélisation, c'est des approches de codage, de développement qui permettent ça. C'est aussi des produits. On avait ça avec, par exemple, le Tuxedo, qui avait vraiment cette approche et cette définition du service bien mise en place. Alors que les web services sont apparus beaucoup plus récemment et permettent effectivement, en utilisant les technologies, les standards associés à ces web services, finalement d'augmenter, de faciliter la mise en place d'architecture de services. De manière plus réaliste, on s'aperçoit aujourd'hui que dans les clients qui mettent en place des architectures de services, c'est jamais du 100% web service, tout simplement parce que les systèmes ne les supportent pas, ou alors, d'un point de vue technologique, c'est pas forcément la meilleure méthode. Le dernier point, sur lequel je ne suis pas passé, mais qui est un peu trivial, mais qui est un peu la réalité des choses. Aujourd'hui, on peut avoir du web service sur tous les murs, et puis on peut continuer à s'échanger des informations de type, dans un type point à point. Donc ça remet bien l'emphase sur c'est quoi une architecture de service, quels sont les vrais sujets à traiter, c'est-à-dire la supervision, la gestion de la sécurité, la gestion des transactions dans ces échanges, sur des composants qui sont réutilisés. Donc ce que je disais, je passe un peu rapidement, n'hésitez pas à je prendrai des questions à la fin, c'est pour essayer de respecter le timing. Clairement, aujourd'hui, il y a des standards, il y a des techniques, il y a des produits qui permettent d'implémenter ces web services, et il y a des limitations sur ces deux axes. Ça veut dire qu'on doit se poser la question à tout moment, en tant qu'architecte, de la maturité du standard, premièrement, et deuxièmement, de la bonne adéquation de la technologie vis-à-vis de ce qu'on veut implémenter. Pour certains, dans certains cas, pour des questions de performance, pour des questions de disponibilité d'API, ça n'a peut-être pas de sens. Et ne pas faire de web service, ça ne veut pas dire ne pas faire de SOA. Je crois que ça c'est excessivement important, et c'est la réalité, des implémentations de nos clients. Je fais une petite parenthèse. En 2004, le Gartner nous a contactés pour pouvoir parler avec un client qui avait mis en place une architecture de service, et en l'occurrence qui a fait de l'orchestration de web service aussi. En 2004, il n'y a pas si longtemps, ça commence à dater un petit peu, le compteur tourne. Et en 2004, le Gartner il a atterri en France, chez un de nos clients. Tous ces backends, c'est quoi? C'est des mainframes. Il a 80 bases à database qui traînent un petit peu partout en Europe. Et tout son processus, c'est de l'orchestration de services, et de web services en l'occurrence. Donc ça veut bien dire qu'il y a le vrai sujet qui est comment je mets à disposition les transactions de mes applications, et après il y a comment je les orchestre, comment je rends ces transactions réutilisables pour bâtir non pas le premier processus, certes c'est intéressant, mais surtout les processus suivants facilement. Et c'est là où il y a les vrais bénéfices, et on a les vrais bénéfices sur la réutilisation de ces composants mis en place. C'est un exemple intéressant, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore WSI qui était mis en place, il n'y avait pas de basic profile, donc sur les web services, je peux vous dire que ça a été une expérience assez intéressante. Comment évaluer la maturité d'un standard de manière générale? Ça c'est une bonne façon de voir les choses. Quand on est au niveau 5, c'est clair, aujourd'hui on décroche son téléphone, on ne se pose pas la question du protocole de signalisation qui permet de faire sonner le téléphone à l'autre bout. Et c'est là où un standard doit arriver, et c'est là où il est complètement adopté. Aujourd'hui, dans le contexte des architectures de services, des web services en particulier, puisque là on est ici dans cette partie pour regarder la maturité des web services, on va voir qu'on est beaucoup pour un certain nombre de sujets avec tout ce qui touche à la sécurité aux transactions, plutôt à ce niveau-là. Sur quelques sujets avec des versions approuvées, mais peu de choses qui deviennent
vraiment partagé par tous les produits et tous les vendeurs de solutions dans ce domaine-là. Alors quand même, il y en a. XML, SOAP, WSDL, c'est à peu près clair, à peu près bien établi. People également, et ça c'est une très bonne chose, parce que pour obtenir les bénéfices d'une SOA, c'est bien, le vrai sujet, c'est bien d'avoir l'interopérabilité au niveau des services, d'avoir cette capacité à appeler et à orchestrer des services venant de plateformes différentes. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais sur mon PC, j'ai des web services .NET. Les web services ont été construits avec le projet Axis sur un serveur Tomcat. Je peux vous montrer l'orchestration de tout ça de façon transparente. Donc clairement, pour arriver à mettre en place facilement ces architectures de services, il faut avoir une solution et des produits d'intégration qui facilitent la définition de ces services, d'une part, l'orchestration de ces services, avec tout le suivi, l'audit, le monitoring, la gestion des exceptions associées à cette chorégraphie de services. C'est ça qui va permettre effectivement d'embarquer tous les nouveaux standards qui arrivent liés au métier, potentiellement avec de la sémantique dedans. Et ça n'empêche pas, quand on a ces capacités-là, d'invoquer et d'utiliser des protocoles de nature un petit peu exotique. Peut-être une autre fenêtre maintenant, qui était peut-être moins il y a quelques années, ou en tout cas des protocoles plus spécifiques liés à un vendeur de solutions. Une dernière chose, mais qui peut paraître qui est assez importante, qui est tout en bas, d'avoir l'indépendance vis-à-vis des plateformes matérielles, vis-à-vis des OS, ça paraît une évidence. D'avoir l'indépendance vis-à-vis des serveurs d'application, c'est quelque chose d'un peu moins évident quand on regarde le marché aujourd'hui. Et ça, c'est une des propositions de valeur de Sun qui est assez intéressante à ce niveau-là. Comment voulez-vous déployer une architecture de service à l'échelle d'une entreprise où vous n'êtes pas sûr d'avoir forcément les mêmes moteurs d'exécution partout? Si on veut réutiliser vraiment les services, il faut avoir la capacité, la garantie de pouvoir les déployer au-dessus de n'importe quelle infrastructure. Maintenant, quand on regarde sur l'axe de la mise en place d'un processus qui va comprendre différentes activités, différentes tâches, des tâches qui peuvent être des tâches utilisateurs, qui peuvent invoquer différents systèmes, on va voir qu'on va retrouver des activités ou des services qui sont de nature assez différente. On peut avoir besoin de B2B, on reçoit ses commandes en EDI par exemple. En France, on est particulièrement doué pour regarder et pour avoir nos protocoles propres. On n'est pas les seuls, cela étant dit. On peut avoir besoin de workflow d'interaction humaine, d'échanges utilisateurs dans le cadre d'un portail. Tout ça, ce sont des produits, des technologies différentes, mais qui participent dans une même application, dans une même orchestration de service. Comment je vais gérer tout ça et comment je dois faire pour pouvoir réellement mettre en place cette architecture de service. C'est vraiment la véritable question et le véritable enjeu. Il y a un autre axe aussi qu'on peut voir à ce niveau-là, c'est derrière chaque activité, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est un bon axe d'analyse par rapport à une architecture de service, si on veut déployer ces processus. Récemment, j'avais un client qui me disait « Mes utilisateurs sont enchantés, j'ai un super processus sur l'application, ça fonctionne très bien. Le seul problème, c'était une maquette, c'est que derrière chaque activité, il y avait des centaines, des milliers de lignes de code. Alors très bien, c'est pas un problème, on fait une maquette, on fait des lignes de code. Par contre, quand je veux déployer ça à l'échelle d'une organisation, la première fois, je dois encoder un petit peu ce que ça coûte. Et c'est pas ça le plus important, c'est de savoir combien ça va coûter quand je vais modifier cette version et que je vais vouloir le déployer une deuxième fois. Et c'est là qu'on voit vraiment l'apport de ces architectures de services. Si vous avez pour chaque activité un service derrière et vous avez la capacité à découper les opérations
de chaque activité dans un service, vous avez la capacité à réutiliser et à modifier finalement qu'une partie et à redéployer potentiellement derrière qu'une partie de ce processus. Donc, clairement, l'idée c'est d'essayer de travailler sur un référentiel, un repository commun de services qui va permettre de les partager. Donc quand je dis un repository de services, c'est un repository des délits qui va contenir la description des services qui sont potentiellement créés par différentes plateformes. Sachant que la tendance et le chemin à suivre, idéalement, c'est d'essayer de réduire le nombre d'interfaces qui vous permettent de développer ces services et également de réduire le nombre d'interfaces qui permettent de les monitorer et de les suivre. Pour finir, c'est pareil, aujourd'hui, faire des web services, vous en avez sûrement tous fait, tous vu, de près ou de loin. Vous en avez peut-être tous orchestré, assemblé, de différentes façons, peut-être avec différents outils. Maintenant, c'est quand les organisations se mettent en avoir quelques dizaines, quand on commence à déployer ça, quand on commence à avoir des problèmes, on se rend compte qu'il y a une infrastructure à mettre en place. Alors il y a un mot un peu tarte à la crème, je ne sais pas, mais en tout cas il faut donner un petit peu de signification derrière, qui est la gouvernance. C'est clair, il y a un certain nombre de sujets à traiter pour pouvoir mettre en place et faire vivre à l'échelle d'une entreprise ces architectures de services. Sur ce slide, il y a une chose essentielle pas essentielle, il y a une chose sur laquelle on travaille essentiellement, exactement, c'est plutôt la partie développement sur laquelle on se focalise de manière générale. On développe, on met à disposition ces services, on met ça dans un repository, et puis on les utilise, puis on attend un petit peu que ça se passe avant que les problèmes arrivent. À l'échelle d'une organisation, le deuxième sujet qu'on a tendance à traiter derrière, c'est comment j'invoque ces services. Donc il y a des notions de web service proxy qui apparaissent pour gérer, essayer de mutualiser toute la gestion de la sécurité, l'accès à l'ensemble de la chorégraphie de services qu'on va utiliser. Ça, c'est le deuxième sujet. Troisième sujet qui a tendance à venir et qui irait tout de suite derrière, c'est comment je vais gérer tout ça, comment je vais suivre tout ça, comment je vais administrer tout ça. Et le sujet sur lequel on travaille moins, peu au début, c'est toute la gestion des contrats de services associés. Et c'est réellement 4 sujets qui doivent être menés un petit peu de front, en parallèle, pour envisager un déploiement à l'échelle d'une entreprise. Sinon, c'est clair, c'est facile, et je peux le montrer sur mon PC, on peut facilement créer des web services, on peut facilement les orchestrer, on peut facilement déployer ça. Donc l'idée et la recommandation autour de ça, c'est de créer des centres d'excellence. Pourquoi? Tout simplement, c'est que les sujets d'intégration, c'est-à-dire faire communiquer et faire communiquer des services entre eux, des entités entre eux, ben finalement c'est un métier en tant que tel. Et souvent on va avoir différentes personnes, différents profils qui vont faire la même chose, qui vont travailler sur l'intégration, mais qui ne vont pas partager les bonnes pratiques, les meilleures pratiques, pas avoir retour d'expérience. Et capitaliser, centraliser, c'est absolument essentiel. Donc le poids de l'organisation mise en place par une entreprise pour déployer une architecture de service, c'est excessivement important. D'un point de vue produit, qu'est-ce qu'il y a de commun dans une architecture de service et de quoi on va avoir besoin en centrale? C'est un petit peu la liste de ces fonctionnalités-là qui sont au milieu, qui sont au cœur de ce qu'on peut appeler un ESB, par exemple, et qui doit avoir la capacité à prendre autant de canaux de communication, autant de connectivité vers les différents systèmes que voulu, et qui doit être évolutif à ce niveau-là. Donc c'est l'idée du multi-protocole USB et qui va fournir en centrale ce plus qui va permettre de fournir ces fonctionnalités-là pour envisager un bon fonctionnement
de cette architecture. Alors effectivement, un certain nombre de bénéfices à utiliser une solution intégrée qui va fournir l'ensemble des fonctionnalités qui étaient dans le centre du slide précédent et qui va les fournir de façon standard, sans codage, disponible, comme des best practices déjà implémentées. Honnêtement, quand on regarde la connectivité des systèmes, il n'y a pas de valeur à les implémenter à la main. Les logiques de retrait, les logiques de gestion d'exception de chacun des systèmes que vous connaissez. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font relativement bien, qui sont disponibles avec des assistants et qui vous permettent d'implémenter ça vraiment sans codage et rapidement. Donc la proposition de Sun sur ce sujet architecture de service, c'est ce qui vient en partie, pour partie, de Civillon. C'est dans la suite, dans toute la suite Java Enterprise System, c'est Java Caps, qui comprend effectivement un repository UDDI, qui comprend des capacités de connectivité avec des adaptateurs, des capacités d'échange en B2B, des capacités de chargement en masse. Le cœur du sujet, c'est réellement l'orchestration avec Insight qui permet d'orchestrer l'ensemble des services qu'on a créés. Donc ça veut dire BPEM, BPMN, des choses comme ça. Des capacités d'interaction utilisateur avec des studios de développement de pages utilisateurs. Et on retrouve le portail. Sachant que sur le plan le plus bas ici, sur ce schéma de l'infrastructure, ce qui est important, c'est de pouvoir déployer ça sur un serveur d'application, mais potentiellement sur un ensemble de serveurs d'application du marché, et d'avoir la capacité à gérer la sécurité. Et ça, c'est un élément absolument clé dans une architecture de service. Comment je garantis l'authentification et l'accès à l'ensemble de ces services tout au long de cette chaîne. Et Sun a une très belle proposition de valeur avec la gestion des accès et la gestion de l'identité. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir pas uniquement un USB, il faut avoir dans cette solution qui permet d'orchestrer, de créer ces services, cette capacité à créer des services de nature assez différente, qui adressent aussi bien le domaine interne de l'entreprise que le domaine externe. Quand on veut échanger par exemple dans le domaine de la distribution en AFE avec toutes les infrastructures et les certificats, c'est important. D'avoir la capacité à avoir un environnement d'exécution, un seul environnement d'exécution sur le plan de la supervision et sur le plan du développement. De pouvoir travailler sur toutes les fonctionnalités centrales et communes dans une architecture de service, sur des outils qui fournissent des best practices facilitant cette implémentation. Et d'avoir surtout, en standard, en natif, le support d'un ensemble de standards qui sont importants dans un contexte d'architecture de service. Maintenant, ces outils doivent suivre et apprennent quelque part en marchant, c'est-à-dire que lié à la maturité des standards, on implémente dans ces produits, au fur et à mesure, tous ces nouveaux standards qui arrivent en fonction de leur maturité. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens d'implémenter certains standards quand ils ne sont pas partagés par un certain nombre d'acteurs du marché, puisque le sujet de ces architectures de service, c'est vraiment d'avoir l'interopérabilité. Donc, j'en ai fini avec ma présentation, compte tenu de l'heure qu'il est. J'avais quelques slides et je pouvais vous illustrer pour ceux que ça intéresse rapidement ce que sont la création de web service client et l'orchestration en quelques minutes, s'il y en a qui sont preneurs. Tout d'abord, je vais peut-être prendre les questions, si vous en avez. Pas de questions?